Mais où sont tous ces humanistes? Où sont toutes ces puissances promptes à intervenir ou à s'arroger le droit d'ingérence humanitaire? Bien sûr, d'ingérence humanitaire quand il s'agit des pays de la Confédération. Mais ingérence humanitaire qui n'a plus de sens, même par rapport à l'organisation qui nous réunit aujourd'hui, les 194 pays qui est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU. Toutes ces organisations, tous ces pays sont inaudibles aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas par humanisme que les gens sont en train de battre campagne, c'est purement pour défendre des intérêts géostratégiques dans notre espace. Donc pour conclure avec votre question, c'est des jeux d'enjeux géostratégiques qui, à un moment ou un autre, inversent les tendances de la perception de la déstabilisation que nous avons dans un secteur comme le lac Tchad initialement, pour être transféré dans l'espace confédéral des États du Sahel. D'accord. C'est juste ce jeu impérialiste auquel nous assistons. D'accord. On va poursuivre cet entretien. Monsieur le Président, justement par rapport à la zone des 3 frontières, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, avait évoqué dans un entretien télévisé au mois de janvier dernier la constitution d'une armée de la Confédération AES pour sécuriser cet espace. Où en sommes-nous et en attendant, quelle est l'approche pour une réponse commune dans cette zone? Mais je suis surpris de cette question. D'accord. Puisque en plus de ministre d'État, ministre de la Défense nationale, qu'il a affirmé lors de son entretien bilan, c'est une réalité physique sur le terrain que nous formons aujourd'hui ce que nous appelons la force unifiée des États du Sahel. Ce n'est pas la force d'attente ou la force en attente. Je ne suis pas sûr de l'appellation parce que ça fait plus de 30 ans que cette force existe et plus de 30 ans qu'elle a toujours été en attente ou qu'elle a toujours été d'attente, de telle sorte qu'elle s'est nécrosée. Elle n'a jamais conduit une opération, pourtant dans un espace troublé depuis 2010 par des intérêts géostratégiques néocolonialistes. Nous l'avons vécu au Nigeria. La CEDEAO, à travers sa force en attente, n'a jamais rien fait pour venir en aide ou en soutien au Nigeria. Ce sont ces mêmes pays que le Nigeria considère aujourd'hui comme, ou les autorités nigérianes considèrent comme leurs ennemis, qui ont sacrifié des hommes et des femmes pour reconquérir tout le Bornou. Je le dis bien, pour reconquérir tout le Bornou. Et ça, ce n'est pas en 2010 que ça a commencé. Personnellement, j'avais conduit des opérations, je l'ai dit, en 96, 97, puis en 2008, avant que ça ne soit cette situation actuelle. Ensuite, des officiers nigériens, notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont conduit des troupes en coordination avec
les forces armées tchadiennes pour libérer des vastes territoires occupés du Nigeria, notamment l'ensemble des États qui constituaient le Bornou ou qui constituent le Bornou. C'est le sacrifice que nos forces ont consenti et c'est ce sacrifice sur lequel aujourd'hui les autorités du Nigeria crachent. Donc, pour revenir à la force unifiée, c'est une réalité. Cette force a fait ses preuves sur le terrain, au contraire de la force en attente de la CEDEAO, comme l'avait dit brillamment Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre malien. Cette force qui est en attente et que nous attendons toujours, mais qui reste toujours en attente depuis plus de 30 ans. Ouais. La force unifiée de la Confédération est une force active. Elle a mené des opérations en bilatéral entre soit le Niger et le Burkina Faso, le Niger, le Mali, Oui. ou le Mali, le Burkina Faso. Elle a mené des opérations de façon tripartite, donc des opérations au sein de la Confédération en tant que force de la Confédération, au moins 3 opérations, dont la dernière remonte en janvier pour finir en février de cette année 2025. D'accord. Vous suivez l'actualité, vous suivez le bulletin des forces de défense et de sécurité. Oui. Je crois que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés savent que la force unifiée des États de l'Alliance du Sahel est une réalité. C'est une force qui se met progressivement en place. C'est une force qui monte en puissance. C'est une force que nous avons décidé de créer déjà le 31 juillet 2023, quand la CEDEAO, marionnette entre les mains de la France, avait décidé de faire la guerre au Niger, pays auquel elle avait donné l'ultimatum d'1 semaine pour rétablir le démocratiquement élu, le démocratiquement démocratique de l'Afrique, Bazoum Mohamed. Cette force est née le 31 juillet 2023, quand le Mali, le Burkina ont affirmé que toute attaque contre le Niger sera considérée comme une agression contre l'un ou l'autre de ces États. Et que c'est ensemble que nous allons faire face à la CEDEAO. Une semaine plus tard, la CEDEAO a mis, ou la France a mis l'avertissement en exécution. Vous avez suivi toutes les péripéties, Bien sûr. les mobilisations qui ont eu cours, l'embargo qui a suivi, un embargo de fer contre notre pays. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous continuons à vivre les méfaits de cet embargo qui n'est pas levé à la date où je vous parle, parce que c'est la volonté de la France de ne pas lever cet embargo. D'accord. Donc la force unifiée de la Confédération est une réalité. Elle opère, elle monte en puissance parce que nous avons compris que notre sort en dépendra. Isolement, et c'est ce à quoi s'acharne la France et tous ses acolytes occidentaux. Isolement, nous sommes faibles. Mais ensemble, au sein de la Confédération, nous sommes
forts, nous sommes très forts, j'en suis convaincu. Et la preuve, c'est la façon avec laquelle nous maîtrisons cette guerre néocolonialiste qui nous est imposée tout simplement pour des raisons de prestige et des raisons de préservation des principales causes de prospérité de ces puissances néocoloniales. D'accord. Monsieur le Président, lors de vos entretiens précédents, vous avez évoqué des problèmes sécuritaires liés à des tentatives de déstabilisation au niveau de nos frontières avec le Bénin et le Nigeria. Où en sommes-nous actuellement? Qu'en est-il de façon générale des tentatives, des projets et autres complots de déstabilisation ourdis par certaines puissances étrangères contre notre pays et ses institutions, avec malheureusement la complicité de certains Africains? Vous venez de finir par malheureusement la complicité de certains Africains, mais il faut préciser de certains chefs d'État et leurs collaborateurs des pays africains, particulièrement ouest-africains. Vous l'avez rappelé, le Nigeria et le Bénin. J'ai rappelé les sacrifices que nous avons consentis. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas un faible mot. Des sacrifices de nos militaires, sacrifices de nos populations civiles, sacrifice de nos ressources financières, sacrifice de nos ressources matérielles pour être aux côtés du Nigeria quand il fallait être aux côtés du Nigeria, quand nous avions compris que la sécurité du Nigeria est notre sécurité et vice-versa. Malheureusement, je l'ai dit dans mes entretiens précédents, nous sommes amenés à constater que le Nigeria n'a pas été fidèle au soutien que le Niger et certains pays comme le Tchad lui ont apporté au moment où il en avait besoin. Le même Nigeria qui se targue d'avoir 1 million de militaires, c'est ce même Nigeria que le Niger à l'époque qui n'avait que tout au plus une quinzaine de milliers de soldats, de militaires, FDS, toutes forces de défense et de sécurité réunies, avaient soutenu, avaient libéré avec, comme je l'ai dit, le Tchad. Ce même Nigeria, je le dis et je le répète, est à la base de beaucoup d'actes de malveillance vis-à-vis du Niger. Je rappellerai quelques événements de complicité flagrante des autorités du Nigeria qui participent activement à la déstabilisation de notre pays. Le Nigeria avait servi, je l'ai dit, de deuxième base de retranchement des troupes et des forces subversives françaises quand nous les avions expulsés de notre pays. Je l'ai dit, le Nigeria et le Bénin. Mais je procéderai un à un pour déterminer le rôle que chaque pays a joué. D'accord. Quand nous avions expulsé d'abord l'ambassade de France au Niger, parce qu'il a pensé que le Niger était toujours la colonie, mais on est malheureusement au regret de constater que ce n'est pas lui seul qui pensait, même Macron le pense, et je vous l'ai dit, l'anecdote qui s'est passée à Bruxelles,
quand il s'est agi de la situation au Niger, où un pays de l'Union européenne avait proposé une médiation parce qu'ils ont compris que ce qui se passe au Niger n'est autre que la France qui cherche à préserver ses intérêts et qu'elle est prête à marcher sur les cadavres des Nigériens pour y parvenir. Quand nous les avons expulsés, ils ont retrouvé refuge au Nigeria. Ouais. Nous l'avons décrié pour dire au Nigeria que ce n'est pas la meilleure solution, si tant est-il que c'est la stabilité qui est le souci des autorités nigérianes. C'est de leur autorité. Ils ont décidé de passer outre nos avertissements. Le Nigeria participe actuellement au soutien logistique ou est amené à participer, puisque le peuple est abusé, au soutien logistique apporté à ces groupes terroristes qui sont dans le bassin du lac Tchad et qui font des victimes par centaines et centaines de Nigériens chaque jour. Je veux citer 3 ou 4 rencontres qui ont eu lieu au Nigeria. Toujours, et c'est ça qui est regrettable, dans le sens de déstabiliser le Niger. Je l'avais dit lors de mon intervention du 25, beaucoup de Nigérians se sont agités au lieu d'analyser et de chercher à savoir ce que j'ai dit. Tire son fondement de quel domaine? Est-ce une légende ou bien est-ce une vérité incompréhensible? J'ai dit incompréhensible. La vérité reste toujours la vérité. Quel que soit le maquillage, elle ressurgit toujours. Le 25 janvier 2025, après toutes les rencontres que j'avais décriées, le 25 décembre 2024, le 25 janvier 2025, une rencontre a eu lieu à Abuja au Nigeria. Cette rencontre a vu la participation, bien sûr, des incontournables concepteurs du mal, les Français, une délégation française, une délégation américaine, en tout cas qui s'est réclamée d'être américaine, une délégation nigérienne à tout seigneur, comme on dit, tout honneur. La délégation d'ailleurs du Nigeria était conduite par des sénateurs et des ministres. Ensuite, une délégation béninoise, une délégation ivoirienne, et toutes ces délégations des pays que je viens de citer étaient du niveau ministériel. Le 25 janvier donc, il était question de trouver comment régler définitivement la situation de ces pays de l'Alliance des États du Sahel auxquels on avait donné tout au plus 1 mois, 2 mois avant qu'ils ne tombent. C'est ça. Et
suite à cette rencontre qui a eu lieu le 25 janvier 2025, il a été décidé de renforcer le financement des groupes armés terroristes, notamment Boko Haram, ce qu'ils ont appelé ou ce qu'ils appellent Abu Umaima, mais de son vrai nom, Issa Mohamedou, qui est le leader actuel de Boko Haram. Il y avait une délégation également de ISWAP, de Habib Youssouf Mohamed, le fils de Youssouf Mohamed, le concepteur même de Boko Haram, qui a été tué par les forces de défense et de sécurité du Nigeria le 29 juillet 2009. Mais demandez-vous, ces délégations terroristes, comment est-ce qu'elles ont fait le déplacement à Abuja au Nigeria? La réunion s'est tenue à la périphérie de Abuja au Nigeria. Ces délégations terroristes ont été transportées sur les lieux par moyens aériens, avec des hélicoptères qui ont été mis gracieusement à leur disposition. Il a été donc, pour aller vite, décidé que le soutien total sera apporté à ces forces terroristes que nous appelons désormais les auxiliaires néocoloniaux des puissances impérialistes néocoloniales. Renfort en armement, renfort en moyens financiers et même recrutement au profit de ces forces qui sont dans le lac Tchad, des ressources humaines, pour ne pas dire de combattants. Ça s'est tenu le 25. Cette réunion a été suivie d'une autre réunion de réajustement le 3 février 2025. Donc, à peu près une semaine ou en tout cas moins d'une dizaine de jours après la première réunion. Au cours de cette réunion du 3 février 2025, il avait été décidé particulièrement du financement de ces auxiliaires néocoloniaux qui se fera à travers, et c'est là que le monde comprendra pourquoi nous avons pris la décision d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Il y a les représentants de la Croix-Rouge qui ont pris part à la première réunion du 25 et qui vont prendre part à la deuxième réunion du 23. Et il va être décidé sur le plan financier, pour tout soutien financier qui est inférieur à 1 milliard de francs CFA, c'est à travers le compte de la Croix-Rouge nigérienne. Pour tout montant de plus de 1 milliard, donc 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards ou plus, c'est à travers soit les comptes de la Croix-Rouge du Bénin ou la Croix-Rouge ivoirienne. Pour les comptes qui vont recevoir les devises, notamment euros ou dollars, ça sera à travers le compte de la Croix-Rouge basé au Nigeria. Voilà ce qui a été décidé à la rencontre le 3 février 2025. Face à cette situation, nous avons décidé le 4 d'expulser le comité international de la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, ils vont bondir
pour dire qu'ils n'ont jamais été associés ni de près ni de loin. Mais je rappelle à Christophe Foguet, pour des Nigériens employés de la Croix-Rouge, ils sauront de qui je parle, que nous avons des lettres écrites, signées de ses mains envoyées à Abou Oumaima. Ouais. Donc, il ne sert à rien de dire que ce que dit le président nigérien n'est que pur, je ne dirai pas le mot, oui. Mais nous avons des preuves, et nous décidons toujours convaincus des preuves que nous détenons. Nous avons expulsé la Croix-Rouge de notre territoire. Bien sûr, le Nigeria, comme à son habitude, va dire que ces réunions n'ont pas eu lieu. Mais pour rappeler au Nigeria que nous suivons tout ce qui se passe à travers les anciens compatriotes qui ont fui après les événements du 26, le 8, le 9 décembre, avant janvier, une réunion s'est tenue dans le bureau d'un certain Chefou Bardé. Je ne le connais pas. D'accord. C'est au Nigeria de vérifier. Il est assistant au chef des services de renseignement du Nigeria, Mohamed, la NIA, ce qu'ils appellent la National Intelligence Agency, NIA. Cette réunion qui s'est tenue dans son bureau a décidé de l'affectation des moyens au profit des groupes terroristes qui opèrent à partir du territoire nigérien, notamment Sokoto, Katsina, Kebbi, Zamfara, que j'avais alerté à l'époque, si vous vous rappelez, avec la lettre que nous avons saisie d'un prisonnier terroriste du 4 mars 2024 et qui révélait, c'est une lettre numéro 011 du 4 mars 2024, écrite par ceux qu'ils appellent la Daoula centrale à la wilaya du lac Tchad, à travers laquelle il a été décidé de créer le mouvement Lakurawa ou de le ressusciter, puisque ce mouvement existait depuis 2017, mais avec la particularité de le renforcer avec des combattants de ISWAP qui sont dans le lac Tchad et des combattants de l'État islamique, ce qu'ils appellent l'État islamique au Sahel, ou abusivement EIGS. Cette réunion, donc, je l'ai dit, elle s'est tenue de 10h30 à 16h dans le bureau de M. Bardé, Cheikhou Bardé, qui est l'assistant de M. Mohamed, qui est le chef des renseignements du Nigeria, la NIA, et ce sont les décisions qui ont été prises, décisions à laquelle, je le répète, ont participé également une délégation française, une délégation de 2 Américains, ou qui se sont en tout cas présentés comme 2 Américains de la CIA, des représentants du Bénin, je ne dirais pas des représentants, comment on appelle ça, du Nigeria. Bien sûr. Bien sûr. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas et ça se passe dans le bureau de l'assistant, Cheikhou Bardé, assistant du chef des services de renseignement du Nigeria. Donc, nous avons, je l'ai dit, le 4 février, pris la décision d'expulser le CICR, parce que le CICR, qui n'est pas seule organisation à se prêter à ce jeu,
Vous étiez témoin au Niger, nous avons expulsé plusieurs autres organisations qui étaient manipulées par la France pour financer, recruter, puisque pour recruter il faut de l'argent, il faut financer. Donc pour financer et recruter des apatrides de l'espace confédéral ou de l'espace national du Niger et des éléments de subversion. En son temps, certains Nigériens qui avaient ces organisations comme Gagne-Pain, qui n'ont pas compris les motivations pour lesquelles nous avons expulsé, parce que nous avons fait le choix de préserver l'ensemble des Nigériens au détriment des intérêts individuels ou groupuscules. Bien sûr. Après cette rencontre du 3, toujours par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria et ce qui se passe au Nigeria, le mois de mars, exactement le 15 mars, une autre rencontre a eu lieu dans le bassin du lac Tchad, cette fois-ci, toujours avec les mêmes acteurs, le Nigeria en tête, la France et la délégation américaine également, le Bénin également, la Côte d'Ivoire également. Et là, il a été décidé clairement que les efforts doivent être orientés spécialement et spécifiquement sur le Niger. Les terroristes ont été rappelés à l'ordre par rapport à leur laxisme vis-à-vis du Niger, pour lequel ils ont pris l'engagement de renverser ce régime illégitime, selon bien sûr l'Occident impérialiste, et qu'ils tardent à le faire. Mais pour rappeler le vrai visage de la France, quand nous avions expulsé le CICR, le 4, nous avons donné l'ordre d'expulsion, le 4 février. Le 7 février, un vendredi, des représentants de cette organisation, la Croix-Rouge, accompagnés d'un employé africain qui avait servi à Difa, dont je tairai le nom, ont fait mouvement pour rencontrer Abou Oumaima et Abou Moussa al-Barnawi.